Allez, on prend avec un peu de retard. Il est 13h31 à Paris. Bienvenue dans votre rendez-vous 100% foot, le club du mondial, avec notre consultant du jour, Xavier Barret. Salut à vous, Xavier. Bonjour, Elisabeth. Et je me sens moins seule parce que Cérine B remplace Benoît Jean. Bonjour Cérine et bienvenue sur le plateau de Paris Direct. On va peut-être regarder tout de suite les titres. Oui, allez, on va les voir. Gros programme ce début de semaine où les regards seront de nouveau tournés vers les Bleus. Ce France-Espagne, très attendu, demi-finale qui s'annonce haute en couleur. En attendant, l'heure est au dernier réglage et entraînement. On fera le point dans l'instant bleu. Voilà, l'équipe de France qui est arrivée hier à Dallas. Les hommes de Didier Deschamps qui ont pris leur quartier à l'hôtel Adolphus où ils séjourneront jusqu'au choc de demain face aux champions d'Europe en titre, les Espagnols, France-Espagne. Donc ces demi et cet entraînement, on va faire le point dans quelques instants. On reparlera aussi de ces propos condamnés jusqu'à l'équipe d'Espagne, les mots racistes de l'ancien chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy. Oui, l'ex-premier ministre qui, à 2 jours de la demi-finale, a estimé qu'il n'y avait pas de Français dans l'équipe des Bleus. Nouveau dérapage après tous les autres déjà depuis le début de ce mondial. Il faut qu'on en parle, on en débattra en plateau. Et enfin, comme chaque jour, humour encore et toujours dans la traîne du jour, ou comment les fans d'ordinaire fuyant les matchs de foot se transformeraient presque, ça me parle beaucoup, en temps de mondial en hooligan. Prise de contrôle de la télécommande, du canapé, des chips et même des commentaires face à la moindre action. C'est drôle, je crois que ça vous parle, Elisabeth. Pas du tout, je vois pas de quoi vous parlez, Cérine. Ce sera tout à la fin de ce club du mondial. Restez avec nous, le club, c'est parti, on y va. Et on va commencer avec l'image du jour. C'est l'arrivée des Bleus, évidemment, dans le Texas, avant leur demi-finale, demain soir, face à l'Espagne, Cérine. Oui, cette demi-finale qui aura donc lieu à Dallas. Les Bleus étaient attendus par une foule de supporters devant leur hôtel, vous allez le voir. C'était leur premier gros déplacement, eux qui étaient restés dans l'Est des États-Unis, à Boston, Philadelphie et à New York. Demain, vous l'avez dit, ils affrontent l'Espagne, la meilleure défense contre la meilleure attaque de ce mondial. Ça promet d'être un duel au sommet. Il faut rappeler que sur les 2 dernières confrontations entre les 2 équipes, les Bleus s'étaient inclinés. C'est ce qu'a beaucoup rappelé d'ailleurs Lamine Yamal, qui fête ses 19 ans. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire à lui. Il affirme que la France doit craindre l'Espagne. Le défenseur des Bleus, Ibrahima Konaté, a été amené à réagir sur cette déclaration. On l'écoute. En toute honnêteté, on n'écoute pas ce qui se dit par rapport à tout ça, et il faut avoir peur de personne. Il faut rester dans cette humilité qu'on a dès le début. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là, surtout à ce moment-là de la compétition. Maintenant, on peut dire ce qu'il veut. Nous, on va essayer de se préparer du mieux possible jusqu'à ce moment-là. Et à la fin du match, j'espère que le résultat sera favorable pour nous. Il peut dire ce qu'il veut, Xavier, il a raison. Pour le coup, Konaté, il faut faire abstraction de ce genre de déclaration. Il a 19 ans, Lamine Yamal, Cérine Bey l'a fort justement rappelé. Donc effectivement, comme c'est la star du football espagnol, maintenant on lui tend le micro systématiquement et parfois il dit des choses qu'on peut lui reprocher sur sa jeunesse. En équipe de France, on voit il y a des joueurs jeunes aussi, mais il y en a ceux qui parlent, c'est souvent soit les remplaçants en conférence de presse, soit des joueurs effectivement expérimentés. Donc ils évitent cette politique de petites phrases qui parfois utilisée par les adversaires pour motiver les Bleus. Mais est-ce qu'à ce niveau de la compétition, on a besoin de ça? Je ne suis pas certain. Il y a mieux à faire, effectivement. Les Français qui sont donc arrivés à Dallas, et je crois que les sélections espagnoles aussi. C'est vrai. Oui, elle a déjà même pu s'entraîner sur place. Elle a déjà pu tester le nouveau ballon Trionda Final qui sera donc utilisé pour les demi-finales et la finale. Ce match, il ne sera simple ni pour les Bleus, ni pour l'Espagne, malgré ce que semble penser Lamine Yamal, la jeune star de la Roja, qui jusqu'ici n'a pas tant brillé. Un seul but inscrit sur cette compétition. Un tournoi lors duquel Lamine Yamal a commencé sur le banc, puisqu'il revenait de blessure. L'équipe de France devra faire attention aux deux Mikel, Oyarzabal et Merino, qui réalisent eux, une très belle compétition. On a hâte de voir ce que ça va donner. Xavier, pour vous, comment l'équipe de France elle doit se préparer face à la Roja? À quoi il va falloir faire attention? Eh bien, là, normalement, on devrait avoir un match très intéressant puisque la France n'a plus peur de prendre la possession, de faire le jeu. C'était pas le jeu de Deschamps avant. C'était pas le jeu de Deschamps, effectivement. Elle a évolué dans ce domaine. Aujourd'hui, avec Michael Olise à la baguette, mais aussi Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, et puis sur la gauche, soit Bradley Barcola, soit Désiré Doué. On a vraiment une équipe de France qui joue avec 4 attaquants, 4 talents offensifs. Et l'Espagne joue comme ça depuis très longtemps. Joue depuis 20 ans maintenant de cette façon. Ça lui a permis d'être championne d'Europe 3 fois, d'être championne du monde en 2010. Et d'ailleurs, les médias espagnols trouvent beaucoup de comparaisons entre la Roja de 2010 et celle de cette Coupe du Monde-ci,
parce que si elle continue à jouer un jeu offensif, effectivement, elle ne marque pas beaucoup de buts, en tout cas moins que l'équipe de France. Et on la taxe d'équipe défensive parce qu'elle n'a pris qu'un but, alors qu'en fait, c'est sa façon de défendre qui est différente des autres. Ils défendent dans le camp de l'adversaire, ce qui oblige l'adversaire de l'Espagne à parcourir 50 mètres pour arriver jusque devant le but, devant leur but. Donc c'est leur façon de procéder comme ça. C'est le jeu prôné par Johan Cruyff à l'époque à Barcelone, puis par Pep Guardiola, et donc qui s'est répandu dans toute la façon de faire du jeu espagnol. Les Bleus ont la vitesse pour justement contrer cette façon de jouer, en s'appuyant notamment sur Kylian Mbappé, bien sûr, mais aussi sur Ousmane Dembélé ou Désiré Doué ou Bradley Barcola. Donc l'équipe de France a les armes pour déjouer cette domination habituelle, cette confiscation du ballon par les Espagnols. Bon, on est quand même dans un choc, un face-à-face très attendu, je le disais tout à l'heure. On y va comment, là ? Là, c'est la demi-finale. La demi-finale du dernier Euro, c'était France-Espagne. En Ligue des Nations... Entre les deux meilleures équipes de la compétition ou pas ? Parce qu'on a beaucoup dit quand même au tout début de ce mondial, les Espagnols sont favoris au même titre que les Français. Oui, bon, les Anglais sont pas mal non plus, puis les Argentins sont pas là par hasard. Non. Les deux plus beaux parcours, c'est la France et l'Espagne pour le moment. Oui, on a les équipes effectivement extrêmement performantes. Est-ce que c'est une finale avant la lettre ? C'est en tout cas une magnifique demi-finale avec deux équipes de très haut niveau, avec de grands joueurs et surtout des identités de jeu affirmées, ce qui nous promet normalement, si chacun joue à son niveau, une très belle demi-finale. Bon, Cyril l'a dit à l'instant, c'est l'anniversaire de Lamine Yamal. Aujourd'hui, hier, c'est l'entraîneur des gardiens des Bleus qui célébrait le sien. Oui, toute l'équipe était rassemblée autour de Franck Raviot pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. On l'a vu dans les vidéos publiées par la FFF, la Fédération Française de Football. Et l'entraîneur, il avait l'air très ému et il a donné un très joli discours. Regardez. Merci à tous. Je vais vous faire part de sentiments. Sentiments très profonds, très sincères et très honnêtes. Le plaisir que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui, il est inestimable. Sincèrement. Mais le plaisir, il ne sera que bonifié, que amplifié et que magnifié dans 2 jours. Après la demi-finale de la Coupe du Monde. Parce que dans 2 jours, c'est une demi-finale de Coupe du Monde. Ce que j'espère très sincèrement, vraiment, c'est de vous voir heureux, très heureux. Vous avez commencé à écrire une grande histoire. J'espère que celle-ci, elle deviendra extraordinaire. Pourquoi ? Parce que vous le méritez tous. Vraiment. Très sincèrement. On dit toujours que le meilleur est à venir. Vous méritez de connaître le meilleur. Alors soyez forts, encore, plus que jamais, tous ensemble, pour connaître le bonheur. Bravo. Voilà, c'est un nouveau moment fort qu'on reçoit comme ça. On vit les off depuis ce mondial, peut-être de façon un peu plus prononcée que les autres compétitions. On voit quand même, Franck Raviot, on a vu Didier Deschamps applaudir, on sent quand même l'émotion, il les a tous coachés là. Oui, parce que en fait, c'est l'entraîneur des gardiens depuis très longtemps. Et à un moment, c'était Laurent Blanc à l'époque qui avait fait venir Fabien Barthez. Parce que Barthez, forcément, ça parle plus aux gens, c'est plus clinquant pour entraîner les gardiens. Et puis en fait, Fabien Barthez, il n'est pas resté. D'ailleurs, on dit qu'il pourrait revenir avec Zinedine Zidane pour remplacer Deschamps. Mais celui qui fait le boulot depuis toutes ces années et qui a notamment accompagné Hugo Lloris, Steve Mandanda et maintenant Mike Maignan, c'est Franck Raviot. Donc il n'est pas très connu. C'était aussi l'occasion pour la Fédé de mettre en avant un élément essentiel du staff de Didier Deschamps. Alors là, Cyril va se demander ce qui se passe, mais je lève le doigt parce que je pose une question. Il faut qu'on en parle parce qu'on a une vraie question à poser. On va débattre. Vraie question qui fait polémique avec cette affiche France-Espagne. On a encore eu droit à des propos racistes de Mariano Rajoy. Oui, l'ancien Premier ministre espagnol. On s'en serait bien passé de ces propos puisqu'encore une fois, ce sont des propos racistes qui visent les Bleus. L'ex-chef du gouvernement est amené régulièrement à donner son avis sur un site espagnol qui s'appelle El Debate. Alors, il a loué le talent de l'équipe de France. Il a commencé par ça. Mais il aurait peut-être dû s'arrêter là, puisqu'il ajoute cette petite phrase « Es aussi sin franceses » et tout cela sans le moindre français dans l'équipe. Je vous propose d'écouter les détails avec Magali Boissin pour France 2.
pour Mariano Rajoy dans une tribune. L'équipe de France est de très haut niveau, et ce, sans Français. Sans Français, des termes immédiatement dénoncés par le Premier ministre espagnol actuel, mais aussi plusieurs membres du gouvernement français. C'est absolument inacceptable. La France, c'est une république où tout le monde a sa place, quelles que soient ses origines, ses convictions. Colère de la ministre des Outre-mer. À chaque victoire des Bleus, les mêmes obsessions et insultes racistes ressurgissent. Ce ne sont pas des dérapages, c'est une haine méthodique et banalisée de la France et de ce qu'elle est. Une nouvelle attaque, après déjà plusieurs tweets racistes ces derniers jours. Les Bleus, pour une élue locale argentine, c'est... L'équipe africaine, sans aucune manière, je ne supporte pas Mbappé. Kylian Mbappé, victime aussi d'injures de la part d'une sénatrice du Paraguay après la victoire de la France. Les supporters des Bleus à Boston sont scandalisés. Avec toute la diversité qu'est la France, évidemment que chaque joueur, peu importe sa couleur, est français. Et ça me fait gerber, ça me met hors de moi, ces propos-là. Oui, on ne comprend pas pourquoi il y a cet acharnement contre l'équipe française qui est excellente, qui elle reste vraiment dans les clous, qui ne dit rien de mal sur les autres joueurs et c'est vraiment hyper décevant. La Fédération française de football condamne également ces propos. À l'Élysée, l'entourage du président rappelle qu'il a toujours lutté contre les attaques racistes visant l'équipe de France et qu'il continuera toujours de le faire. Et cette sortie raciste de Mariano Rajoy, elle a fait aussi réagir le Premier ministre actuel espagnol, Pedro Sánchez. Il y en a qui mesurent encore l'appartenance par le nom de famille, le lieu de naissance ou la couleur de peau. D'autres la mesurent par l'attachement à un pays et la volonté d'y contribuer. Voici ce qu'il publie sur son compte X. Et il ajoute aussi d'ailleurs dans son tweet « L'Espagne est à ceux qui l'aiment et la font vivre, pas à ceux qui la déshonorent par des déclarations xénophobes. France, on se retrouve en demi-finale, que le meilleur gagne et que le racisme perde. » C'est peut-être la meilleure réponse, Xavier. Oui, après, je trouve qu'on donne beaucoup d'importance à des politiques qui essayent de se faire le buzz autour d'eux, parce que la sénatrice paraguayenne, personne ne la connaissait avant cette sortie, et puis je pense qu'on va vite l'oublier, c'est tout ce qu'elle mérite. C'est tout ce qu'elle mérite. Là, on parlait d'une dame en Argentine, c'est pareil. C'est difficile de pas en parler quand même. Oui, mais bon, c'est Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, ils sont dans une lutte de pouvoir. Alors après, ils utilisent leurs arguments. Effectivement, c'est complètement déshonorant, mais... est-ce qu'on a besoin de donner un grand écho à ça? Effectivement, je pense qu'il vaut mieux rester sur le terrain et voir ce que donnent ces deux très belles équipes qui vont se rencontrer. Sauf que c'est encore l'équipe de France qui se retrouve au cœur d'une telle affaire. C'est pas la première fois, c'est peut-être pas la dernière, mais on ne souhaite pas. Pourquoi les Bleus? C'est souvent l'équipe de France, oui. Parce que l'équipe de France est une équipe de top niveau mondial. J'espère qu'ils vont gagner cette Coupe du Monde à nouveau. Donc c'est l'équipe que l'on vise. Et donc dans certains pays, on estime que c'est des arguments qui peuvent la déstabiliser. Bon, je pense que c'est mal connaître la France et surtout les joueurs qui composent cette équipe de France de penser que ça peut marcher. On n'entend pas autant de publications racistes qui viseraient l'Angleterre, par exemple, qui compte aussi beaucoup de joueurs issus de l'immigration. Il y en a eu, hein. Il y en a eu notamment au moment de l'Euro 2021. Lorsqu'ils ont raté leur tir-but. Ouais, lorsqu'ils ont raté leur tir-but. Donc ça arrive un peu tout le temps, malheureusement. Bon, moi, je pense que ça arrive de moins en moins, parce que pour aller chercher une sénatrice paraguayenne, pour trouver quelqu'un qui dise du mal de l'équipe de France sur ce thème-là, c'est qu'il faut aller chercher très loin. Xavier, Elisabeth, avant qu'on aille un petit peu plus loin, une petite pensée, comme tous les jours, pour notre confrère Christophe Glaise, journaliste sportif arrêté en Algérie il y a un peu plus de 2 ans, condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme alors qu'il effectue un reportage. Son seul espoir de libération repose à présent sur une grâce présidentielle. Voilà, on aura une pensée pour lui évidemment chaque jour jusqu'à la fin de ce mondial et encore plus lorsque les Bleus jouent. Évidemment, on parlait des propos racistes qui visent l'équipe de France. On le rappelle, elle affronte demain, donc en demi-finale Espagne. Rendez-vous, c'est à 21h, évidemment, heure de Paris. Et on souhaite un retour des Bleus en France le plus lointain possible, avec une coupe même, si c'est lundi, possible. Par exemple. On ne doit pas prendre position, mais ça serait bien comme ça, non? Il y a le match pour la 3e place en Coupe du Monde. Donc vrai, même s'ils perdent la demi-finale, ils seront obligés de rester. Bon, loin mais pas trop non plus. Il y a la sélection du Maroc, elle qui est rentrée chez elle, qui est rentrée à Rabat hier. Oui, elle a reçu d'ailleurs un très bel accueil. Ils étaient nombreux, les Marocains, à attendre leur sélection à l'aéroport de Rabat, la capitale du Maroc. Drapeau du Maroc à la main, avec le maillot de leur joueur préféré. Ils ont tenu à montrer qu'ils étaient fiers de cette équipe, éliminée en quart de finale par la France. Dès leur arrivée, les joueurs, parmi lesquels Achraf Hakimi ou encore Brahim Diaz, ont été applaudis. Et ils ont d'ailleurs aussi applaudi qui étaient venus à l'aéroport pour les personnes qui étaient venues les accueillir. Xavier, vous avez pensé quoi, vous, du parcours du Maroc? Remarquable, parce qu'effectivement, si on regarde les chiffres purs, il y a une déception parce qu'ils étaient en demi-finale la dernière fois au Qatar. Là, se sont arrêtés en quart de finale. Mais il faut rappeler une chose, c'est qu'ils ont changé de sélectionneur
après la dernière Coupe d'Afrique des Nations et cette fameuse finale qui a fait tant parler et qui continue de faire parler. Donc ils ont pris un nouveau sélectionneur, Mohamed Ouabi, qui avait conduit le Maroc moins de 20 ans à la victoire en Coupe du Monde de cette catégorie d'âge quelques mois plus tôt. Il a considérablement rajeuni cette sélection puisqu'il n'y avait que 15 joueurs sur les 26 qui étaient à la Coupe d'Afrique des Nations, donc au Maroc, qui est arrivé en finale. Donc il avait rajeuni, renouvelé le groupe. Et malgré cela, ce peu de temps qu'il a eu pour préparer cette équipe, ils arrivent en quart de finale. Alors, moi, je pense qu'au contraire, c'est un résultat remarquable pour cette sélection marocaine, surtout qu'on rappelle qu'ils ont quand même tenu en échec le Brésil en ouverture de la compétition, qu'ils ont éliminé les Pays-Bas en 16e de finale. Non, c'est un très, très beau parcours. Il y a sûrement quelques regrets côté marocain. Ils tombent sur une équipe de France qui est quand même phénoménale. Donc, au terme Ils y croyaient, bien sûr, parce qu'ils avaient été en demi-finale la dernière fois. Mais très honnêtement, face à cette équipe de France, je pense qu'ils n'ont pas à rougir d'avoir été battus. La France est très forte. On souhaite qu'elle gagne cette Coupe du Monde, évidemment. Le Maroc est sorti par le haut avec les honneurs. Ce n'est pas le cas de toutes les équipes. Alors on parle souvent de Coupe du Monde XXL, c'est notre chiffre du jour, 64, vous me voyez venir peut-être Xavier, le nombre d'équipes qu'il y aura peut-être lors de la prochaine compétition, donc encore plus grand. Oui, la prochaine compétition au Maroc, en Espagne et au Portugal. On a vécu la première Coupe du Monde à 48 équipes et ce sera peut-être la dernière. C'est ce qu'a annoncé en tout cas le président de la FIFA, Gianni Infantino. Il a donné une interview aux médias suisses Blue Win et voici ce qu'il a déclaré. C'est assurément une question qui sera examinée et débattue au sein des comités compétents après cette Coupe du Monde. Lorsque l'on en organise une, il est important de la concevoir pour le monde entier et pas seulement pour l'Europe et l'Amérique du Sud. Chaque nation devrait pouvoir rêver d'y participer. Donc rien de confirmé pour le moment. Mais ce serait pas surprenant finalement, Xavier. En fait, cette Coupe du Monde, elle a été tellement lucrative pour la FIFA que on ne voit pas pourquoi elle n'irait pas. Oui, après partager le gâteau en trop de petites parts, en trop de parts, ça réduit les parts. Bon, c'est pour ça que le vainqueur ne gagne que 50 millions de dollars, ce qui, par rapport à ce que gagne par exemple un club qui remporte la Ligue des Champions, c'est pas tant que ça en fait. Mais il faut, pour faire simple, il faut rappeler ce qui s'est passé il y a quelques mois, c'est quand la FIFA a décidé d'attribuer la Coupe du Monde 2034 à l'Arabie Saoudite. Or, la FIFA a instauré un système de rotation des continents de façon à ce que la Coupe du Monde vienne sur les différents continents au fil tous les 4 ans. Donc là, après l'Amérique, elle devait aller en Europe, puis en Afrique et en Amérique du Sud. Seulement, comme les Saoudiens la voulaient, que les Saoudiens financent le football international avec notamment la compagnie Aramco, qui est l'un des gros sponsors de la FIFA, eh bien, le Mohamed Ben Salman a voulu la Coupe du Monde dès 2034. Il la voulait d'ailleurs dès 2030. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait Infantino ? Il a dit, pour 2030, on va mettre l'Espagne, le Portugal, plus le Maroc, comme ça on fait l'Europe et l'Afrique, et puis on va aller faire des matchs en Amérique du Sud, au Paraguay, en Argentine et en Uruguay. Moralité, tous les autres continents sont servis. Mais l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, ils devaient avoir seulement un match. Donc ils ont dit, attendez, c'est pas possible, on peut pas avoir seulement un match de la Coupe du Monde et ensuite elle va se dérouler ailleurs. Donc du coup, pour que tout le monde ait des matchs et plus de matchs, il envisage d'élargir le plateau à 64 équipes. Alors on voit l'idée comme ça sur le papier, mais dans les faits ça marche, 64 équipes, comment ça s'organise ? Non mais après, c'est par exemple... encore plus long Alors ce sera forcément un peu plus long, mais c'est surtout qu'il va y avoir une Coupe du Monde en Amérique du Sud d'un côté, une Coupe du Monde en Europe et en Afrique, enfin au Maroc de l'autre côté. Donc il n'y aurait pas un seul pays d'accueil. Voilà, donc il y a un moment où cette espèce de Barnum va devoir se regrouper, donc on ne sait même pas encore où aura lieu la finale, si ce sera à Casa, si ce sera à Madrid, si ce sera à Lisbonne, il y a moins de chances que ce soit à Lisbonne. Donc vous voyez, tout ça, ça va être les grandes manœuvres de la FIFA avec des promesses, forcément des discussions des coulisses pour savoir comment tout ça va évoluer. La FIFA qui fait décidément beaucoup parler d'elle, puisqu'elle est de nouveau mise en cause dans l'affaire du carton rouge, ce fameux carton rouge qui a été annulé durant cette Coupe du Monde. Oui, vous vous souvenez forcément de cette histoire de carton rouge dont avait écopé l'Américain Folarin Balogun, un carton annulé par la commission de discipline de la FIFA après un appel de Donald Trump à Gianni Infantino. Ça a été reconnu d'ailleurs par le président américain, ce qui avait donc permis aux joueurs de pouvoir participer au 8e de finale contre la Belgique. Eh bien, le Times y révèle que cette décision de lever la suspension de Balogun, elle a été actée par une seule personne dans la commission de discipline. Et cette personne, c'est le président de cette commission, l'Émirati Mohamed Al-Kamali. Il faut savoir que cette commission, elle compte 18 personnes au total. Et donc, on apprend qu'aucun autre membre n'a été consulté. Ça interroge quand même, Xavier, même si on n'est plus tant surpris finalement. Ouais, cette histoire, elle est assez hallucinante, effectivement. Donald Trump lui-même a dit que c'était lui qui avait appelé pour faire sauter le carton rouge. Je trouve que sur le fond, il y a débat.
parce que cette faute, effectivement, elle n'avait pas été sanctionnée dans 6 ou 7 autres cas, notamment lorsque Messi avait écrasé le mollet de l'Algérien Aïssa Mandi. Pas de carton rouge pour Messi, mais carton rouge pour Folarin Balogun. Donc il peut y avoir discussion, il peut y avoir recours. Et d'ailleurs, par le passé, Garrincha, le grand joueur brésilien, avait été expulsé en demi-finale de la Coupe du Monde 1962. Et il avait quand même joué la finale. Donc il y a des antécédents où une expulsion n'est pas synonyme de suspension automatique. Mais là, la façon dont ça s'est passé, c'est effectivement tout à fait condamnable. Ça va laisser des traces, ça, le coup de téléphone, le fait de juste décrocher le coup de fil depuis la Maison-Blanche? Surtout de le dire comme ça. On sait que parfois, il y a des négociations en coulisses. Mais là, d'être aussi sûr de soi au point de l'affirmer comme ça devant le public du monde entier, c'est effectivement assez étonnant et tout à fait révoltant. Xavier, il y a quand même beaucoup de suspicions autour de la FIFA, en tout cas sur cette compétition. Est-ce que c'est la première fois qu'il y en a autant ? Oui, il y en a eu de tout temps, malheureusement. Malheureusement, parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle l'arbitrage à la maison, c'est-à-dire que l'équipe qui organise, elle organise aussi pour gagner. Donc, du coup, elle cherche toujours à tirer un petit avantage du fait d'organiser. Donc, il y a toujours plus ou moins des petits arrangements qui permettent à l'équipe qui organise d'aller loin dans la compétition. On se souvient qu'en 2002, la Corée du Sud était arrivée en demi-finale après des arbitrages scandaleux aux dépens des Espagnols et des Italiens. Donc, ne leur en parlez plus de la Coupe du Monde en Corée aux Espagnols et aux Italiens. Donc, c'est malheureusement des choses qui arrivent. Avec le développement des médias et notamment des réseaux sociaux, il y a un certain nombre de scandales qui sont révélés immédiatement, alors que souvent on les apprenait plus tard. Et on entend aussi beaucoup de théories du complot, comme quoi l'Argentine serait favorisée, l'arbitre aurait été acheté. Finalement, ça s'est quand même plutôt pas trop mal passé. Ça a été. Les Français, on avait peur d'en parler. Que ce soit pour les Argentins ou les Français d'ailleurs. Hein. Les Argentins avaient eu un arbitre français et les Français un arbitrage. Ce qui est un bon moyen d'acheter la paix des uns et des autres. Mais l'arbitrage a quand même beaucoup progressé avec l'assistance vidéo, puisque la moitié des fautes d'arbitrage auparavant, c'était le hors-jeu. Et avec l'assistance vidéo, déjà, on supprime la moitié des erreurs d'arbitrage auparavant. Après, il reste toujours une part d'interprétation. Est-ce que la faute est flagrante ou pas ? Ça, c'est du ressort de l'arbitre. Et c'est vrai qu'il y a certains pays, entre guillemets, bien installés, qui ont bénéficié d'interprétations qui leur sont favorables. C'est le cas de l'Argentine dans cette Coupe du Monde. Ça l'était déjà il y a 4 ans au Qatar. Écoute ça, Xavier, parce que c'est une info qui n'est pas passée inaperçue à Serine. Moi, j'adore. Je vous laisse dérouler, Serine. Alors, il a marqué les esprits durant ce mondial. On pense à Vozinha, le gardien de but du Cap-Vert. Il va donner son nom à une nouvelle espèce. Attention, pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle. Une limace de mer, c'est plus précisément. Ça n'existait pas et maintenant, elle s'appelle Vozinha. On se souvient qu'il a été impressionnant durant tous les matchs et notamment de ce premier match contre l'Espagne, 0-0. C'était un exploit du Cap-Vert et a priori, un chercheur espagnol n'en tient pas rigueur au gardien puisqu'il a décidé de nommer cette nouvelle espèce de... On la voit, la voici, elle est rouge. Cette nouvelle espèce de limace de mer, Aldisa vozinae, soit limace de mer Vozinha. Le chercheur Jesus Ortega explique que c'est pour lui un moyen de remercier le peuple capverdien qui a reçu la médaille du mérite environnemental grâce à ses contributions pour l'étude de la biodiversité marine de l'archipel. Bon, on adore. C'est un beau cadeau. C'est pépite. Quand on arrive à Genre d'Info, c'est qu'on arrive à la fin et que c'est le moment du mondial 2.0. On adore la trend du mondial. On vous a encore trouvé des pépites aujourd'hui. On va commencer avec la première. C'est la réaction de l'Espagne au moment où elle découvre le nom de son adversaire. Alors, je vous laisse regarder l'image, évidemment, France-Espagne, avec ce petit regard de Kylian Mbappé, ce petit sourire là. On connaît bien ce sourire. Voilà, qui en dit long sur le choc qui nous attend donc demain soir. Et puis une autre version du Mondial 2.0 où comment les femmes d'ordinaire fuyant les matchs de foot, je me sens pas du tout concernée par ce qui va suivre, se transformeraient presque en hooligans, prenant possession de la télécommande, des chips, du canapé et même du commentaire de match. Regardez. Oh non, tu saoules avec ton foot, je vais regarder ton Jordan. Allez là. Corner. Non mais y'a faute là, y'a faute. Arbitre de merde. Penalty. Kylian Mbappé. On se fraîcheur. Punaise, on est en quart. On va tous les bouffer. Donc Elisabeth, ce sera vous demain soir. Ah mais je ne m'en lasse pas, je sais que vous pas, vous regardez d'habitude, mais moi totalement, l'homme est désabusé, c'est à peu près pareil à la maison, ça vous fait rire ça ? Oui, c'est effectivement amusant, mais bon, effectivement, il y a des dames très passionnées par le foot et tant mieux. Et vous avez les deux versions sur le plateau, je crois. Ah oui, très passionné ici, bon, je suis aussi également les clubs, mais je suis un petit peu comme vous, je prends très à cœur ces matchs de l'équipe de France aussi. Bon, en tout cas, merci pour ce numéro du Club du Mondial.
mondial. On se retrouve évidemment demain à la même heure. C'est 13h30, heure de Paris. Restez avec nous parce que Paris Direct se poursuit. On vous reparle de la canicule, ces fortes chaleurs et de ces incendies qui sévissent notamment à quelques dizaines de kilomètres de Paris. On va prendre le pouls à Fontainebleau dans un instant, tout de suite.